Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, Grèce, Eurogroupe, c'était la réunion de la dernière chance, disait-on. Athènes espérait bien sûr desserrer l'étau de l'austérité, mais une fois de plus, déception hier soir à Bruxelles. Les discussions ont tourné court, aucun accord sur la dette du pays. Pire, l'Europe lance un ultimatum, une semaine seulement pour qu'Athènes accepte de poursuivre son plan de sauvetage. Pourquoi une telle intransigeance? Le docteur Franck Khalifa nous accompagne. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Et d'abord le reste, avant tout cela, de l'actu économique du jour. On commence par ces chiffres, ceux des immatriculations de véhicules neufs en Europe, qui progressent une fois de plus en janvier, plus 6,7%. Un peu plus de 999 000 unités écoulées au sein de l'Union. C'est un 17e mois consécutif de progression. Alors dans le détail, c'est en Espagne qu'on constate le plus fort rebond, plus 27%. Devant l'Italie et le Royaume-Uni. Et plus loin, la France profite aussi de la tendance, plus 6,2%. Plus 2,5% pour l'Allemagne. Côté constructeurs, les positions restent identiques. C'est toujours Volkswagen qui absorbe le quart du marché, loin devant PSA et Renault, autour de 10% chacun. Renault qui affiche tout de même une hausse de 10% de ses ventes, donc le mois dernier, plus 36% pour son partenaire japonais Nissan. En Asie, un marché très surveillé lui aussi, celui de l'immobilier chinois. Et pour le 9e mois consécutif, les prix moyens constatés dans les 70 villes principales ont baissé au mois de janvier, moins 0,4% par rapport à décembre dernier. En rythme annuel, le repli s'affiche à 5,1%. Malgré tout, le secteur semble montrer des signes de stabilisation, et notamment dans les plus grandes métropoles, Shanghai, Pékin. Après plusieurs années de surchauffe, on craint toujours un brutal retournement du marché. Les ventes étaient en net recul l'an dernier. Non loin de là, signalons la nomination d'un nouveau Premier ministre en Corée du Sud. À 64 ans, vous le voyez, Lee Won-koo apparaît comme un vétéran de la classe politique locale, passé notamment par le ministère des Finances. Sa prise de fonction survient dans un contexte de net ralentissement pour la 15e économie mondiale. Les PME et le secteur agricole notamment sont en difficulté. La croissance est en berne. La croissance, ce sera justement le principal défi du nouveau chef du gouvernement. Je serai un Premier ministre qui respecte notre peuple et travaille avec lui. En tant que chef du gouvernement, je vais d'abord me consacrer à la relance économique de la nation. Ouais, cela faisait 8 mois que le poste était vacant depuis le drame du naufrage d'un ferry en avril dernier. 300 morts et l'ancien Premier ministre qui avait donc démissionné. Cap sur l'Afrique, réunion extraordinaire hier à Yaoundé au Cameroun pour les 10 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une priorité, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Un fonds d'urgence a été créé, 87 millions de dollars à reverser au Cameroun et au Tchad en soutien à l'effort de guerre. Alors, outre ces crimes, Boko Haram provoque des ravages au tissu économique des zones ciblées. Et le sommet d'hier a aussi permis d'aborder la nécessité d'une plus grande coopération au niveau régional. Les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté de soutenir le Cameroun et le Tchad dans le cadre des mécanismes prévus par le protocole relatif au COPAX et le pacte d'assistance mutuelle entre les États membres de la CAC, par une aide d'urgence en ressources financières d'un montant de 50 milliards de francs CFA. En troupes, en soutien de l'homme, en soutien génie, en soutien santé, en équipements militaires divers et en appui aérien. Voilà, et un autre fonds sera également créé pour régler les questions logistiques, l'aide humanitaire ou encore la communication. Et puis autre défi pour l'Afrique, Ebola au Libéria, l'un des 3 pays les plus touchés par le virus. La vie économique reprend peu à peu son cours normal, à mesure que l'épidémie semble faiblir. 3800 victimes au total. Ebola a aussi décimé l'industrie du diamant, les cultures, et notamment le secteur du café, du cacao aussi. Et après 6 mois d'interruption, les cours, vous le voyez, ont pu reprendre dans des dizaines d'écoles à travers le pays. Si nous attendons qu'Ebola soit éradiqué pour rouvrir les écoles, je pense que nous les rouvrirons jamais. Car même maintenant, on entend qu'il y a une nouvelle épidémie. Personne ne sait jusqu'où ça va aller. Et si les écoles restent fermées indéfiniment, les élèves seront contraints de rester à la maison. Et avant de parler de la Grèce et de l'Europe, on s'intéresse à cette sortie médiatique très remarquée hier du président des États-Unis. Une interview dans laquelle Barack Obama défend fermement Google ou Facebook, victime selon lui du protectionnisme européen. On sait que ces groupes sont visés par des enquêtes en Europe sur le respect de la vie privée ou sur la concurrence. Alors pourquoi une telle attaque frontale? Pourquoi maintenant? En ligne avec nous, Thibaut de la Baronnière, analyste économique. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Thibaut, Barack Obama qui n'hésite pas à citer la Stasi, les services de l'ex-RDA. Comment expliquer cette soudaine montée de tension?
Oui, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité quand Barack Obama nous explique que le protectionnisme vient du côté de l'Europe alors qu'il défend le précaré des GAFA américains, c'est-à-dire les Google, Apple, Facebook et autres Amazon et Microsoft qui profitent de leur position dominante dans de nombreux domaines et qui ont largement aidé l'État américain à transférer de nombreuses informations privées et confidentielles à l'État américain dans ses enquêtes. Il a d'ailleurs complètement omis de parler des révélations qu'Edward Snowden avait transmises aux médias internationaux. Ouais, alors Thibault, la Maison-Blanche offensive vis-à-vis de Bruxelles, on l'a vu avec la Grèce et sa dette récemment. Maintenant la technologie, est-ce que c'est le signe qu'on est finalement loin encore du fameux traité de libre-échange USA-UE, le TPP ? Il avance, mais très lentement. Il n'y aura pas d'accord global avant 2016 a priori. L'Europe y tient beaucoup puisqu'on en attend au moins 0,5% de croissance annuelle supplémentaire. L'idée, c'est à la fois de réduire les dernières barrières douanières classiques, mais aussi d'éviter le protectionnisme gris, c'est-à-dire le protectionnisme lié aux réglementations et aux normes de chaque pays. En Europe, il faudra cependant l'accord de tous les chefs d'État, puis des 28 parlements nationaux. Autant dire que ce sera la croix et la bannière et qu'on est loin d'arriver à un accord définitif. Merci Thibault de la Baronnière pour ces précisions. Merci. La tragédie de la dette grecque. On y vient. Deuxième acte hier soir à Bruxelles. Deuxième face-à-face en 5 jours entre Yanis Varoufakis et les 18 autres ministres des Finances de la zone euro. Au final, un mot, déception. Athènes refuse de prolonger son programme actuel de redressement qui prend fin dans 10 jours. Un plan toujours synonyme d'austérité. Inacceptable pour le gouvernement grec qui s'est même vu lancer un ultimatum. 1 semaine pour se plier. Johanna Citruc nous résume cette impasse. Le semblant d'optimisme qui régnait avant la réunion a disparu. Disparu pour laisser place à la déception. Lundi, les négociations entre les ministres des Finances de la zone euro ont tourné court. La Grèce a refusé la prolongation de 6 mois du programme d'aide actuel. L'Eurogroupe pense toujours que la meilleure voie à suivre serait pour les autorités grecques de demander une prolongation du programme. Principalement parce que, compte tenu des discussions en cours sur la façon dont un programme devrait fonctionner, et ce à quoi un arrangement futur pour la Grèce devrait ressembler, nous avons simplement besoin de plus de temps. Et le meilleur moyen pour cela, à ce stade, c'est d'étendre le programme actuel qui pourrait ensuite nous donner un certain temps, un certain nombre de mois pour travailler sur les arrangements futurs. Le ministre grec des Finances était pourtant prêt à signer un accord avec l'Eurogroupe, mais à la condition qu'il ne comprenne aucune mesure susceptible de créer, selon lui, de la récession. Une sorte d'extension, mais avec un peu plus de souplesse sur les réformes à accomplir. Car Athènes veut en finir avec cette austérité qui lui est imposée en échange de près de 240 milliards d'euros. Selon Yanis Varoufakis, le document qui devait initialement lui être présenté lors de cette réunion a été remplacé à la dernière minute. J'étais prêt à signer, avant la réunion de l'Eurogroupe, un document qui faisait la demande d'une prolongation de l'accord de prêt. Et nous étions même prêts à ajouter des conditions supplémentaires qui n'étaient pas dans ce document, parce que nous voulions bâtir une relation de confiance avec nos partenaires. Mais désormais, les jours sont comptés. La zone euro a lancé un ultimatum à la Grèce pour accepter son offre d'ici vendredi. Seulement quelques jours avant la fin du plan d'aide actuel, le 28 février. En tout cas, des positions clairement qui se durcissent et surtout d'ailleurs du côté de Bruxelles. On va accueillir à présent le docteur Franck Khalifa. Bienvenue à vous. Bonjour David. Merci d'être avec nous. On rappelle que vous êtes professeur certifié d'économie. D'abord, est-ce qu'on peut comprendre cet entêtement quand même des Européens qui finalement imposent la même chose à la Grèce, continuer le plan de sauvetage et continuer la rigueur à tous les étages? Bien. Vous savez que le mot rigueur est inscrit dans la Constitution européenne aujourd'hui. On parle de la règle d'or budgétaire. Il est évident que si des pays comme l'Irlande, comme le Portugal, comme l'Espagne ont fait des efforts pour... On en parlera tout à l'heure, mais le rôle de l'Eurogroupe, c'est vraiment ça. Ah oui, le rôle de l'Eurogroupe, c'est de remettre effectivement la Grèce devant ses obligations. D'ailleurs, il s'agit plus d'obligations morales, d'engagement, que de véritables engagements économiques. Donc l'Eurogroupe est dans son rôle, d'après vous? L'Eurogroupe est dans son rôle. Alors rappelons quand même le rôle de l'Eurogroupe, qui est quand même une commission ad hoc et qui est pas simplement une commission, une institution, mais parce que cette institution, c'est véritablement l'ECOFIN. C'est vrai que l'Eurogroupe a un petit peu siphonné le rôle de l'ECOFIN, qui décide en matière économique avec le Parlement en codécision, mais c'est le rôle de l'Eurogroupe, effectivement, de rappeler à l'ordre la Grèce. Alors vous en parliez, ce qui intrigue tout de même dans cette affaire, c'est quand même ce sentiment de solitude un petit peu de la Grèce au sein de l'Eurogroupe. On sent que les vrais soutiens ne sont pas nombreux. Et
Et pourtant, il y a des pays qu'on pourrait citer qui ont vécu le même cas de figure. Le Portugal, vous disiez l'Espagne, oui, dans un degré un peu moindre. L'Irlande aussi. Pourquoi il n'y a pas vraiment de solidarité Je reviens sur le mot inquiétude. Moi, je ne dirais pas inquiétude. Moi, je dirais au contraire, on aurait pu penser qu'il y ait un isolement, le fait que la Grèce soit suivie par d'autres pays. Ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que la Grèce doit retrouver le chemin de la croissance. Et d'ailleurs, les prévisions prévoient une croissance. Il y a une certaine absurdité dans la politique, l'entêtement de Tsipras, parce que, si vous voulez, il y a des prévisions de croissance. Comment peut-il s'entêter encore à vouloir demander un échelonnement de la dette, etc. Et cette croissance, vous l'attribuez vraiment aux politiques d'austérité ? Alors, cette croissance, oui, on peut dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par les différents pays que vous avez cités, l'Espagne, l'Irlande, mais bien évidemment, la Grèce reste quand même un cas particulier puisqu'il y a un recul de 25% du pays. C'est ça, on part de très loin. Oui, on part de très loin. Mais n'oubliez pas que la Grèce avait un système fiscal totalement inexistant et vivait au-dessus de ses moyens. Bien, c'est vrai que l'Irlande et l'Espagne avaient des problèmes économiques d'une autre nature. Alors tout ça, Franck Khalifa, ça nous ramène au débat sur l'efficacité des politiques d'austérité, justement. Est-ce que ce choix, au sortir d'une crise comme celle de 2008, ce choix de s'attaquer plutôt à la dette des États, plutôt qu'à la relance économique, tout simplement, est-ce que c'était le bon choix ? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire ? C'est une excellente question, et puis c'est une question un peu doctrinale. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les critères de convergence, la règle d'or budgétaire empêchent les pays de relancer stricto sensu. C'est-à-dire faire une relance par la demande, du côté de la demande. Donc la BCE, elle, sur le plan monétaire, joue son rôle. Vous savez très bien qu'en Europe, on a une orthodoxie de maîtrise de la masse monétaire. Donc avec tout ça, il vaut mieux effectivement jouer la rigueur budgétaire, moi je pense. Et justement, cette notion de relance monétaire, comme l'a fait la Fed aux États-Unis, la BOJ au Japon aussi, est-ce que c'est une vraie solution ? Est-ce que les banques centrales sont pas en train de prendre le rôle des gouvernements, finalement, essayer d'impulser la relance ? Absolument, elles ont un rôle extrêmement important, puisque par exemple pour la BCE, c'est elle qui conduit la politique économique. Donc elle prive effectivement le gouvernement d'une certaine façon d'une prérogative de politique économique. Alors ne comparons pas avec les États-Unis, puisque les États-Unis, eux, ne relancent pas stricto sensu. Ils injectent des devises qu'ils créent par la planche à billets, vous le savez, pas dans le circuit économique, mais pour doper les marchés. Exactement. Ouais. Et est-ce que c'est pas un petit peu tard pour l'Europe, justement ? Oui. C'était un petit peu tard. Au moment où il fallait relancer, il y avait à l'époque, je pense que c'était le Trichet qui était le gouverneur de la BCE. Il était très frileux. Ouais. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui avec Mario Draghi qui lui joue le jeu et le joue bien d'ailleurs. Ouais. Et à court terme, pour revenir à la Grèce rapidement, vous croyez à un accord bientôt à court terme sur la dette avec l'euro ? En ce qui concerne, vous savez, aujourd'hui c'est un petit peu une réponse en mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une pression des marchés qui est inquiétante parce que la dette de la Grèce appartient aussi à des particuliers. Donc ce qui est plus inquiétant, c'est pas tellement l'aspect économique, je vais terminer, c'est juste l'aspect, j'allais dire, plus politique, avec la montée des nationalismes et son cortège de relents racistes et antisémites. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Merci beaucoup, Franck Khalifa, pour tous ces éclairages. On passe tout de suite au Media Watch. Et on reparle de l'Afrique pour cette revue de presse. Écho, l'Afrique, continent à la plus forte croissance aussi dans le monde et les habitudes qui évoluent aussi. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors Johanna, le nombre de smartphones devrait doubler d'ici 2 ans seulement. Exactement, en Afrique. Donc le marché des smartphones devrait croître de plus de 40% en 2015. Et il devrait même doubler d'ici 2017 pour dépasser les 350 millions d'appareils vendus. C'est en tout cas le résultat d'une étude menée par le cabinet Deloitte. Alors comment expliquer une telle croissance ? Il y a en fait plusieurs raisons. Premièrement, ces dernières années, la couverture au débit a été améliorée parce qu'avoir un smartphone, si on ne peut pas se servir de Internet, ce n'est pas très utile. Autant acheter un téléphone plus basique et surtout moins cher. Autre explication, les coûts de connexion ont été réduits dans de nombreux pays, notamment dans l'Afrique de l'Ouest, grâce à l'installation de câbles sous-marins en fibre optique. Et puis, la dernière raison, c'est l'arrivée sur le marché de smartphones bon marché, à bas prix. On pense par exemple à Google ou encore à Microsoft qui ont réalisé en fait l'importance des marchés émergents déjà il y a un petit moment puisqu'ils proposent des produits adaptés à ces régions avec des produits à moins de $100 l'unité. Ouais, une offre de plus en plus fournie. Joanne, on continue avec le Royaume-Uni qui tente de séduire de plus en plus les touristes étrangers et chinois en particulier. Oui, on le sait, les touristes chinois dépensent généralement beaucoup d'argent. En 2013, ils ont été quasiment 200 000 à se rendre au Royaume-Uni et ils ont dépensé en tout près de 500 millions de livres, plus de 7
750 millions de dollars. Ça fait en moyenne plus de 3800 $ par personne, ce qui est beaucoup. Donc l'Office du tourisme britannique a décidé de chouchouter ces touristes chinois. Comment ? Avec une initiative assez originale, en donnant un nom mandarin à ces attractions touristiques. Et pour être sûr que ça leur plaise, eh bien, c'est la population chinoise elle-même qui va décider de ces noms. Ouais. Et la liste doit être révélée en mars. Original. Puis rapidement, Johanna, on s'intéresse à une maison assez particulière puisqu'elle ne fait que 10 mètres carrés. Oui, et elle a pourtant une cuisine, une salle de bain, un lit, une grande armoire et même une machine à laver. C'est ce que propose cette maison cube qui porte le nom de Cubita. Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype, mais ses concepteurs espèrent bien la commercialiser un jour. Son prix de production, c'est de 85 000 $. Ouais, pour une seule personne, sans doute. Merci beaucoup, Johanna. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie le Mag revient demain sur i24 News. La gastronomie française sera à l'honneur. Restez avec nous, l'information continue.